Dans cette vidéo, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez été tenté pour pratiquer un des régimes dont on nous parle souvent, hein, je parle d'un régime alimentaire, qui est ma foi assez restrictif puisque ça impose de devoir éradiquer de son alimentation le gluten et les produits laitiers. Est-ce que vous êtes partie des personnes qui ont essayé ou qui pratiquent ça? Et j'aimerais bien avoir votre tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que comment vous avez pu, réussir à se tenir? Moi, j'ai déjà envisagé la question, mais je n'ai jamais réussi. En fait, parce que j'allais dire des troubles alimentaires. Non. Pour moi, l'alimentation, la digestion, c'est compliqué. C'est un sujet un peu scabreux, compliqué. Parce que voilà, j'ai tendance à être néophobique. C'est-à-dire, en fait, j'ai au fil du temps éradiqué des aliments de ma consommation. Et ça voudrait dire les réintroduire et en supprimer d'autres. Donc, le gluten et les produits laitiers, j'en prends. Et c'est obligé à tout revoir. Enfin bref, pour moi, c'est compliqué. Mais je suis ouverte à en parler. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc si vous avez vous-même pratiqué la méthode signalée par exemple ou Kousmine, eh bien partagez dans les commentaires ci-dessous. Là dans cette vidéo je vais vous parler d'une part de ce que ça pourrait apporter, ce que ça apporte à certaines personnes, ce genre de régime, donc sans gluten, sans produits laitiers. Et également je vais vous parler d'un profil type de ce que présente le docteur Soulier. Le docteur Soulier, c'est un homéopathe à la base, hein, et ça généraliste, je crois, tout un médecin homéopathe, c'est sûr, qui s'est intéressé à ce qu'on appelle, ce qu'il a appelé la médecine du sens. Moi, je fais partie de ses élèves, on va dire, parce qu'il a proposé une formation pour apprendre à décoder le sens des maladies, le sens des symptômes. Et j'ai voulu m'y intéresser. Alors, je ne vous dis pas que j'adhère à tout ce qu'il dit, mais j'ai trouvé ça intéressant de s'y pencher. Bon, après, c'est un business, hein, c'est clair. Hein. Il en fait un business, mais bon. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un texte que j'ai trouvé sur Internet. Alors, qui est intéressant, il y a des choses qui sont intéressantes à partager. Donc, il explique qu'il y a 30 ans, Catherine Kousmine, médecin suisse, a proposé, enfin, a écrit un livre qui s'appelle La sclérose en plaques est guérissable. Ça date de 1983. Alors, on pourrait se dire, attends, si vraiment c'était guérissable, tout le monde aurait adopté ça, quoi. Mais bon, il paraît qu'il y a eu des résultats très intéressants. Voilà. Juste en changeant son alimentation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, il dit qu'il y aurait 3 voies possibles. Il y aurait une voie alimentaire, une voie immunologique et une voie psychologique. Et il dit en fait que voilà, que pour lui, la SEP n'est pas une fatalité incurable, mais par contre il dit que plus tôt c'est pris, mieux c'est. Alors bon, moi ça fait 40 ans que j'ai la maladie, donc je me sens un peu écartée du marché, quoi, comment dire ça. Je vous lis, et après je vous fais mes commentaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que c'est au tout début qu'il est important d'agir. Au début, ça veut dire quand on vient d'être diagnostiqué, pour peu qu'on ait une SEP rémitante, bien sûr. Si on a une SEP normale progressive, je ne suis pas sûre que ça ait autant d'impact. Il n'en parle pas vraiment, et là, il parle surtout des formes à pousser. Et puis, si on a une forme à pousser, mais qui a été diagnostiquée bien trop tard, c'est un peu emmerdant. Enfin bref, donc il dit. Donc c'est au tout début qu'il est important d'agir, quand il y a encore des phases avec des rémissions. Lorsque les lésions neurologiques s'accumulent, elles entraînent des processus qui vont verrouiller les possibilités de guérison. Bon, il parle de guérison, mais des fois il parle de sortir de la sclérose en plaques, c'est pas clair. Enfin, je pense pas qu'on guérisse, je pense qu'on peut améliorer, peut-être, oui. Mais après, sans rien faire aussi, moi j'ai eu des périodes où j'avais rien, des périodes où la poussée était là, des périodes où j'avais pas de poussée, donc il y a aussi l'évolution classique de la maladie, naturelle de la maladie, qui fait que si on prend quelque chose, on peut dire que c'est à cause de ce qu'on a pris que ça marche, pas jamais être sûr, quoi. Enfin bref, ceci dit,
peu importe que ce soit vrai ou pas, que ça marche, c'est bien pour les personnes qui le suivent. Donc il dit que, selon mon expérience, les handicaps qui s'en suivent sont relativement irréversibles. Sur l'échelle de cotation de la CEP, qui va de 1 à 10, Smith disait qu'on pouvait remonter de 2 points. Quand on est au stade 2, on peut revenir au stade 0. Mais quand on est au stade 6, ce qui est mon cas, hein, je crois les 6 ou 6, 5, on remonte seulement au stade 4, ce qui est déjà pas mal. C'est donc en apprenant à temps qu'on peut obtenir de très bons résultats. La CEP est une maladie avec un schéma psychologique très particulier. C'est ça qui m'intéresse de vous partager. Et alors, ça va m'énerver, mais je vous le dis quand même. Il y a des bénéfices secondaires à être enfermé dans le schéma de la maladie. Plus on attend, plus ceux qui en souffrent se retrouvent bloqués dans cet état. On est sclérosé, quoi, en gros. On peut toujours obtenir des améliorations, freiner l'évolution à n'importe quel stade, mais c'est surtout au premier signe de sclérose qu'il est urgent d'intervenir. Malheureusement, la médecine tarde souvent à émettre le diagnostic de sclérose en plaques, de peur de se tromper et de faire peur aux gens. D'un côté, cela se comprend dans la mesure où elle n'envisage pas de réelle possibilité d'en guérir. Mais dans une perspective de guérison, c'est très dommage car cela compromet les chances de s'en sortir. Alors, à quoi ressemblent ces profils psychologiques typiques de la sclérose en plaques? La phrase qui pourrait résumer la sclérose en plaques serait « prendre une direction qui n'est pas la sienne ». Pour en guérir et surtout pour prévenir l'apparition de cette maladie, on pourrait dire « échapper à cette vie sclérosante qui vous rend malade ». Changer de direction et retrouver la forme de vie qui vous convient. Il y a une très belle métaphore de la sclérose en plaques dans le film d'animation L'âge de glace 2. C'est l'histoire d'une femelle mammouth qui se prend pour un opossum et qui dort accrochée dans les arbres par la queue. Elle dit à un autre mammouth qu'elle rencontre: « Tu sais, nous, les opossums, nous dormons accrochés par la queue, mais pour certains opossums, c'est plus difficile que pour d'autres. » En fait, dans l'histoire, elle perd sa maman et se retrouve toute seule. Elle marche perdue dans la neige. Elle voit un arbre couvert de glace qui ressemble loin à un profil de mammouth. Elle va se coucher en dessous et elle s'endort. Le lendemain, au réveil, elle voit des opossums qui descendent de l'arbre et elle s'identifie à eux. Elle va vivre avec eux pour survivre. Sa solution de survie, c'est donc s'adapter à un fonctionnement qui n'est pas le sien. Très humoristiquement, ce film est une allégorie assez précise de la CEP. Je vis une vie qui n'est pas la mienne. Alors là, je me retrouve assis quand même, parce que le choix qu'a fait ma mère de s'occuper de mon père, ce n'était pas mon choix. Hein. Et elle m'a plus ou moins amené à l'aider à m'occuper de lui. Et quand je disais ce matin à Jalila, mon aide de lui, qui me disait ah ouais, en fait, enfin, en gros, parce que mon père il déprime en ce moment, peut-être dans une maison de retraite, et on ne peut pas aller le voir, donc je lui ai proposé les webcams, mais il ne veut pas. Et je dis mais attends, on peut pas, de toute façon, si on se voit, on porte un masque, on a une distance de je sais pas combien de mètres, autant se voir par webcam, au moins on se voit sans masque, il veut pas. Et ça m'énervait parce que je dis bon, t'as le droit de déprimer, mais c'est bon quoi. Si à chaque fois que je l'ai au téléphone ou quand on parle de lui, on me dit, il dit qu'il attend la mort, et puis l'infirmière elle était d'accord pour faire proposer une webcam, mais lui il veut pas, bref. Donc tout ça pour dire que moi j'ai eu l'impression maintenant avec le recul de m'être sacrifiée toutes ces années pour aider mes parents. Et quand je disais quand je disais à Jaïla, mais non mais quand je pense à mon père, je sais, j'ai envie de le pousser parce que je sais que si je le sollicite, c'est comme ça que ça se passait quand il était à la maison. Quand il était à la maison, quand ça allait pas ou quoi, je le faisais rigoler, je le sollicitais, je changeais le moral quoi, et ça a aidé. Parce que quand quelqu'un déprime, c'est pas la peine de lui trouver d'essayer de monter le moral, ça marchera pas. Alors soit carrément tu lui dis tu veux crever, vas-y crève. Enfin, il faut faire avec de l'humour en fait. Je pense que là, moi, je vais lui offrir des glaçons. Des marrons glacés. Et puis j'ai fait une petite. Bref, peu importe, ça raconte ma vie. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais dans le schéma, je dis non, mais tu parles d'amour, mais moi je parle surtout que j'ai eu je me suis habituée à être aidante familiale. Et c'est comme ça, et c'est naturel. Ça. Et finalement, au lieu de penser à mes besoins, à moi, à ma vie, je pensais à la vie de ma mère, à la vie de mon père, et
voilà, et si je parle autant de ma mère ou de mon père, c'est parce que j'ai été habituée à ça. Voilà. Moi, je n'existais pas, en fait. Et cette sclérose en plaques est arrivée à 12 ans, après le décès de mon père, qui a abusé de moi, donc ça aussi, ça joue. Et tout ce que j'ai vécu, les poussées et tout ça, à la base, si la maladie est survenue, non pas, je ne dis pas que c'est la cause de la maladie, je dis que c'est le fait générateur. Pour moi, c'était un choc émotionnel. Et mes problèmes digestifs sont aussi des chocs émotionnels. Voilà, c'est psychologique. Et malheureusement, bah, partir en arrière, c'est compliqué. Bref, je continue. Alors il dit, c'est la maladie de l'oubli de soi, la maladie qui fait qu'on vit la vie des autres. J'ai constaté que les poussées commençaient en général quand une personne venait de poser un acte nouveau, a priori plutôt bon pour sa vie. J'en suis arrivée à conclure que le sujet exprimait biologiquement par la CEP ce qu'il n'arrive pas à conscientiser. Très souvent, ces patients n'ont jamais fait de crise d'adolescence, assortie de remise en question des règles. On vient d'un univers où tout est fait pour le bien de l'enfant. Pas de conflit apparent, de violence, beaucoup de désir de tout faire pour le protéger. Mais personne n'a questionné ces règles pas forcément utiles à bien vivre sa vie. Moi, pendant longtemps, j'ai caché tout ce que j'avais vécu et fallait que je sois un enfant parfaite. La gentille petite fille. Bah oui. Et du coup, je me suis sclérosée. Alors après, je ne vais pas non plus reprocher à la terre entière d'avoir la sclérose en plaques, mais... Alors, il dit, à tout âge, quand un patient a pu identifier un acte de sa vie en décalage avec ce qui pouvait avoir été une soumission inconsciente à des habitudes, à des règles reproduites sans discussion, il y a eu changement dans la maladie. Symboliquement, la phrase clé de la guérison sera « affirme un nom qui te permet d'accéder à ton nom ». Bon, il fait de la psy. Alors, c'est là où je vais vous répéter ce que je n'ai pas à lire. Plus il y a de poussées, plus il devient difficile de renverser le processus. Bon, bah moi, j'ai plus de poussées, hein, mais j'ai une phase progressive. Le système s'est donc trop autodétruit. À un certain moment, l'axone est attaqué, et puis seulement la myéline, avec des conséquences irréversibles. Et puis, alors il dit c'est irréversible, et après il dit qu'on peut revenir en arrière, donc j'ai du mal à comprendre. Et puis il y a aussi le risque d'éventuels bénéfices secondaires. Être malade, même si c'est inavouable, peut procurer certaines satisfactions inconscientes. Or, dans le cas de la sclérose en plaques, c'est particulièrement dangereux, si cela renforce un peu plus encore l'oubli de soi. Car avec les handicaps grandissants, on va devoir se soumettre encore et encore à tout un système d'aide. Alors à ce moment-là, c'est pareil pour toutes les maladies chroniques. Dès qu'on devient dépendant de quelqu'un, on peut dire qu'on a des bénéfices secondaires à être malade, quoi. C'est encore normal, je pense que si on est... Comment dire? C'est un peu comme si on disait, ben voilà, si j'ai un handicap, je ne peux pas nager, par exemple. Je ne peux pas nager. On va m'aider, on va me donner une bouée. Alors ben voilà, j'ai le bénéfice secondaire d'avoir une bouée, d'avoir droit à une bouée. Ben ouais, mais si j'étais pas malade, j'aurais pas la bouée. Mais comment je pourrais expliquer ça? C'est normal d'avoir ce bénéfice-là. Et ça ne justifie pas que je veux ne pas savoir nager pour avoir droit à une bouée. Je préférerais savoir nager. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Bref. À un moment, on doit pouvoir se dire, si je suis capable d'attaquer mon système immunitaire, je suis aussi capable d'arrêter l'attaque. Et s'en donner les moyens. Homéopathe et acupuncteur, voilà, c'est acupuncteur qu'il est. Le docteur Soulier a lancé depuis 20 ans diverses recherches et approches autour du sens des maladies. Son approche intègre des niveaux physiologiques, biologiques, psychologiques ou symboliques. Alors, c'est pas inintéressant ce qu'il propose, mais ce côté un peu trop je sais tout qui m'énerve un peu. Voilà. Mais bon, comme je vous ai dit, je fais partie j'ai acheté ces formations. Donc je suis intéressée à la question, ça j'en avais jamais parlé. Voilà, alors dites-moi vous le retour que vous en avez, ce que vous en pensez. Et voilà, je vous laisse me faire des commentaires. Je vais vous parler de mon estomac paresseux. En fait, ça fait depuis l'adolescence que j'ai des problèmes digestifs. Alors quand je dis des problèmes digestifs, ça va être des douleurs après avoir mangé, après le repas.
ce que les médecins appellent une dyspepsie fonctionnelle, et ce qu'on appelle aussi une gastroparésie. C'est un estomac paresseux, c'est-à-dire en fait une lenteur de la vidange gastrique. C'est un peu comme si, après le repas, vous allez mettre 6 heures avant d'arriver à digérer. Et il y a des aliments qu'on digère moins bien. C'est notamment les matières grasses. Donc tous les plats riches en sauce, en matières grasses, on ne digère pas bien. Et moi, à un moment donné, mon père s'est occupé de nous faire à manger. Il adorait ça, les plats bien gras, des plats en sauce. Et du coup, en plus, voilà. Donc du coup, j'avais du mal à digérer. Je passais des fois des heures à hauteur de douleur dans mon lit. Et ça s'ajoute à ça que pendant une certaine période, mes parents se disputaient et qu'est-ce qu'ils choisissaient le du repas, quoi. Et donc il y a eu un facteur psychologique qui s'est greffé à tout ça. Pour vous donner un exemple, j'ai une cousine qui est décédée à Montpellier quand elle avait 18 ans, moi je devais en avoir 16. Elle s'est fait écraser par une voiture et mon père nous avait raconté ça en étant en train de manger. Eh bien, je me souviens encore ce que je mangeais, du poisson pané. C'était entre midi et 2, et mon père n'a pas attendu qu'on ait fini de manger pour nous dire ma cousine est morte, nous raconter les détails. Je leur ai dit mais arrête papa, on est en train de manger et toi tu nous racontes comment elle est décédée et tout, que c'est fait tirer par la voiture sur plusieurs mètres, c'est horrible quoi. Et donc j'avais ce qu'on appelle une hypersensibilité digestive, et ça a marqué mon corps quoi, et du coup quoi que je mange, j'ai des troubles digestifs, mais encore plus à certains aliments, et du coup, au fil du temps, je suis devenue néophobe, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai sélectionné des aliments que je ne mangerais pas. Et au fil du temps, je ne mangeais que ce que je savais que mon estomac voulait bien à peu près supporter. Parce que même les choses qu'il supporte, des fois, il ne supporte pas moins bien que d'autres. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce problème digestif font que je vais avoir beaucoup de mal à modifier mon alimentation. Donc, devoir prendre du sans gluten, je le fais déjà pour les desserts, pour le reste, enfin bref. Donc, me proposer une nouvelle alimentation, pour moi, c'est très compliqué. Voilà, très très compliqué. Déjà, il faut savoir que je ne mange jamais à l'extérieur. Je mange que chez moi. Aller au restaurant, ça ne m'a jamais rien dit. Et je me souviens d'une fois, adolescente, j'étais allée au restaurant et j'avais rien mangé parce que ça était bloqué quoi. Voilà. Bref, je vais finir cette vidéo là-dessus. Docteur, vous pensez que je vais pouvoir vivre centenaire? Fumez-vous? Oh non, docteur. Pratiquez-vous un sport à haut risque? Non. Mangez-vous souvent au restaurant et vous arrive-t-il de faire des excès alimentaires? Non plus, docteur. Avez-vous une activité sexuelle fréquente? Mais enfin, docteur. Mangez-vous sans gluten et sans produits laitiers? Ah oui, oui, docteur. Et avez-vous une vie bien organisée, sans trop de stress? J'essaie. Alors, docteur? Alors, pourquoi voulez-vous vous faire chier à vivre 100 ans?